Bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié au branding et marketing des marques de boissons, bières, vins et spiritueux. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds, l'agence design spécialisée boissons et basée à Lyon. Aujourd'hui, je reçois Thomas, responsable stratégie et développement commercial de Panam Brewing Company, une brasserie artisanale parisienne qui a réussi un pari audacieux, transformer une passion pour la bière craft en un véritable écosystème territorial. En 10 ans, Panam a orchestré une expansion remarquable, passant d'une première tap house sur le canal de l'Ourcq à 5 implantations stratégiques aux 4 coins de l'Île-de-France. De leur laboratoire d'expérimentation du Quai de la Loire aux terminaux de Roissy-Charles de Gaulle, en passant par leur site de prod à Pantin puis à Saint-Denis, chaque implantation raconte une histoire, celle d'une entreprise qui a su transformer des contraintes en avantages concurrentiels et des lieux atypiques en destinations incontournables. On va donc explorer ensemble comment une PME peut structurer sa croissance territoriale sans perdre son âme artisanale et découvrir les coulisses d'une stratégie d'expansion qui fait école dans le secteur brassicole français. Juste avant de démarrer, je tiens à vous rappeler que Studio Black Sounds propose des services complets de refonte de marque allant de la strat à la création d'identité visuelle, en passant par la conception de packaging. Je vous accompagne dans chaque étape de la transformation de votre marque pour créer une présence cohérente et impactante sur le marché. Allez, assez parlé, let's go. Salut Thomas, merci d'être avec nous. Salut Ludo, merci pour l'accueil. On est chaud, on est parti. On est chaud, c'est parti. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux simplement te présenter et puis retracer un petit peu ton parcours ? Ouais, bien sûr. Donc Thomas Kennedy, moi je suis chez Panam depuis la création parce que avant tout c'est un projet familial qui a été créé par Michael Kennedy, le fondateur, et en l'occurrence mon père, qui a créé le projet Panam Brewing Company en 2015 avec plusieurs associés. Issus tous d'environnements différents, mais toujours en lien avec la restauration et forcément une appétence autour de la bière. Par rapport à mon parcours, en parallèle de mes études que j'ai fait en Angleterre et en France, j'ai fait toutes les étapes du bar, en passant par la plonge, la cuisine, le bar, le management de bar. Je suis ensuite passé sur la partie distribution avec le développement de la marque Panam en CHR d'abord, dans un premier temps. D'accord. Accompagné la création de l'équipe commerciale et plus récemment repris la tête du développement de la marque de manière générale. Donc très axé sur une partie marketing avec tout ce que ça peut comprendre, que ça soit de la communication jusqu'à la réflexion de la stratégie de la marque, autant sur les espaces que sur les produits et tout ce qu'on peut proposer autour de ça. Ok, parfait. Et quand tu dis que tu as fait toutes les échelles en bar, est-ce que c'était avec Panam ou est-ce que tu as fait d'autres choses avant ? Alors les deux, Panam principalement. J'ai commencé même plus tôt que ça dans un des premiers bars de mon père qui s'appelle The Moose, un pub canadien à Paris dans le 6e arrondissement, Ok. où j'ai été formé. Mais je suis aussi ensuite parti un petit peu à l'étranger. Mon père est australien d'origine irlandaise. Donc j'en ai profité un petit peu pour aller tirer mon expérience en Australie où j'ai travaillé sur des festivals, en Génial. restauration aussi. Et par la suite, après mon année sabbatique, je suis du coup allé en Angleterre faire un bachelor pendant 3 ans où j'en ai profité aussi pour en découvrir un petit peu plus sur le milieu brassicole, mais aussi les bars, la restauration, que ça soit vraiment sur du bar étudiant comme de la boîte de nuit ou du cocktail. Voilà. Ok. Et du coup, l'Australie et l'Angleterre, c'était quelle période à peu près ? Alors, c'était juste après. Moi, de par ma famille, j'y vais généralement tous les 2 ans. Mais c'était vraiment juste après le bac où j'ai eu une grosse période de 1 an d'année sabbatique avant d'arriver en Angleterre. Suite à ça, j'ai passé 3 ans en Angleterre, à Londres, donc de 2015 jusqu'à 2019, avant de revenir sur Paname, enfin sur Paris en l'occurrence, Ok. où j'en ai profité pour faire quelques stages en grande distribution, en passant chez Heineken. Forcément. Et puis, il faut se former un peu aussi parmi les grands. Ouais. Et puis,
plus récemment en stage de fin d'études chez Air Liquide, avec qui on bosse aussi sur une partie industrielle notamment. Donc, toujours un lien peut-être un peu plus loin, mais proche de la bière. D'accord. En tout cas, c'est intéressant. L'Australie et l'Angleterre pour la boisson, c'est un petit peu la mecque des innovations, ce qui se fait de mieux. Et puis, t'as loupé le Covid en Australie. Quel dommage, heureusement, parce que c'était un peu l'enfer pour y avoir vécu à Melbourne en 2020. C'était vraiment tendu. Mais bon, ok, belle expérience. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le quai de la Loire, désolé, il fait chaud, donc du coup, les idées sont un petit peu. Il fait bien 36 degrés là dans le studio. T'inquiète. Le quai de la Loire, c'est votre première implantation. Comment avez-vous identifié ce lieu et pourquoi avoir choisi cet ancien site? Alors, c'est une bonne question, effectivement. Donc, Paname, pour la petite histoire, comme tu l'as bien dit au début, on est né en 2015 sur le canal de l'Ourcq avec, avant tout, l'idée de créer un brewpub. Donc, la bière étant au cœur du concept, mais on n'avait pas forcément cette ambition directement d'être une marque commercialisée au-delà de nos murs. Donc, c'était vraiment avant tout un lieu qu'on cherchait. Il devait avoir des contraintes techniques de hauteur sous plafond, de résistance au sol par rapport au poids des cuves et un espace pour pouvoir accueillir des clients. Ok. En parallèle de ça, de par peut-être les voyages de mon père en l'occurrence, mais aussi, je pense, le côté craft qui va bien avec ces lieux un petit peu bruts et généralement chargés d'histoire. C'est en tombant en fait sur le lieu qui était historiquement une crêperie en fait avant nous Ok. et que Michael a repéré le potentiel de ce lieu et a tout de suite imaginé en fait la brasserie dans ce lieu avec quelques modifications, à savoir que on a détruit des murs pour y faire installer une véranda et faire venir un ponton flottant qu'on a dû faire venir et acheminer par bateau avec tout un tas d'autorisations. Donc, une complexité sur le projet. Mais ce qui nous a particulièrement marqué avec ce lieu, c'était son histoire. Il faut savoir qu'en fait, ce bâtiment, ce sont les anciens magasins généraux. Mhm. Donc, historiquement, qui était en fait, comme son nom l'indique, un magasin où on acheminait par bateau des matières premières, mais aussi de la bière, des spiritueux, du vin, du malt, de la céréale. Donc, on avait ce lien qui nous paraissait logique et c'est quelque chose que je rebondirai sûrement après en parlant des autres lieux, mais qui, comme tu pourras le constater, est quelque chose qui est assez au cœur de notre concept Paname et pas que dans le 19e. Et du coup, il était dispo? Enfin, comment ça s'est passé? C'était une opportunité? Alors, le lieu était dispo, ouais, le fonds de commerce était en vente. Le fonds de commerce était en vente et on a saisi l'occasion très rapidement. C'est vrai qu'aussi le 19e, il faut savoir que c'est un quartier qui se développe et qui est bien développé aujourd'hui, mais qui, en 2015, il y a 10 ans, était encore loin de ce qui peut être aujourd'hui, Ouais. proche de Stalingrad et en fait, tout le canal de l'Ourcq qui aujourd'hui va beaucoup plus loin et même dans le 93 jusqu'à Pantin, Bobigny, etc. Mais voilà, avant 2015, on ne jurait que par le canal Saint-Martin et c'est avec l'arrivée pas que de Paname, mais aussi de beaucoup d'acteurs autour du canal qu'on a pu faire connaître un peu ce qu'on appelle, nous, l'Est parisien, mais qui est plutôt, on dirait même aujourd'hui, plutôt le Nord, qui en fait commence avec le 19e et qui finit bien plus loin dans le 93. Du coup, le lancement du brewpub, ça a dû être un truc de fou pour vous. Enfin, le lieu est vraiment stylé, l'emplacement. Je ne sais pas si ça a changé depuis la photo là, qu'on peut voir sur le site internet en vidéo. Mais ouais, ça a dû être un événement génial pour vous. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai que ça a été. En fait, on a été assez surpris. Donc, ouais, la photo est à jour. On a juste l'enseigne qui est en train d'être faite. Donc, le lieu va un petit peu être modifié, mais globalement, c'est à ça que ça ressemble aujourd'hui. Euh, hum, Disons que oui, il y avait une complexité tant par le brassage, la logistique, de brasser de la bière sur place, mais aussi avec un lieu de cette taille.
qui a fait qu'on a pris du temps un petit peu à se roder. Et les premiers shifts et les premiers jours de travail, on finissait à 4-5 heures du matin à attacher toutes les chaises avec des chaises. Non, au début, en rentrant tout le mobilier à l'intérieur. Hmm. Petit à petit, on a commencé à se roder un peu plus sur la logistique. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui tourne beaucoup plus facilement. Mais voilà, on a eu la chance, par contre, d'avoir un succès assez rapide. En fait, je pense que c'était un gros manque dans le quartier d'avoir un lieu un peu qui alliait un peu les produits cool, bière brassée sur place et locale, mais aussi avec une vue sur le canal et le ponton qui donne vraiment plus d'une centaine de places assises et l'occasion d'être posé sur l'eau. Et ça, c'est vrai qu'on a un avantage concurrentiel par rapport à beaucoup d'établissements parisiens et même sur le canal. Et, euh, et voilà quoi. D'accord. Ouais, non, c'est intéressant. Après, tu disais, vous pensiez pas forcément faire une marque, pour l'instant juste un brewpub, mais vous avez quand même acheté un lieu dans lequel vous avez placé des cuves ou les cuves étaient déjà présentes? Non, bah non, c'était un magasin Non, généraux, donc... totalement. Ouais, ouais, totalement placé. Donc, ouais, les magasins généraux, c'est même il y a une centaine d'années. Ouais, En France, ce lieu a eu de l'histoire. Nous, juste avant, c'était une crêperie. Donc, il y avait pas de cuve du tout. Non, non, on a fait vraiment tout venir, tout installer. Oui, alors, on a toujours eu forcément l'ambition de se dire que on veut que la marque aille plus loin que les murs et qu'on ne soit pas juste un brewpub. Mais on a commencé avec du matériel. On avait une petite enfûteuse qu'on a fait venir assez rapidement. Grâce à ça, on a commencé à pouvoir enfuter en petite quantité des petits brassins éphémères. Et les premiers fidèles qui ont commencé à nous acheter de la bière, c'était un peu les bars des copains, principalement autour de nous dans le 19e. Certains qui sont fidèles à nos bières depuis la création. Et petit à petit, avec le bouche à oreille, et puis les ambitions de nouveaux projets et le bar qui tournait bien, ça nous a permis de se dire, voilà, on est prêt à passer la seconde étape. Et voilà. Et donc ok. forcément, réflexion de voilà, quelle gamme on va mettre en avant, sous quelles conditions, conditionnement, bouteille, canette, voilà. Parce que Donc, du coup, mais bien. on était dans une tap house où vous brassiez donc des petits brassins, mais vous proposiez forcément d'autres boissons, peut-être même des spiritueux, enfin tout type de catégorie de boissons dans tous les cas. Et puis il fallait aussi gérer la restauration. Enfin, qui dit tap house dit on mange sur place. Euh, et est-ce que toi, pour les gens, tu penses que les gens venaient plus d'abord pour manger et ensuite pour boire, ou l'inverse? Parce que du coup, ça chapeaute un petit peu le projet différemment, je pense. Ouais, alors c'est vrai que c'est une bonne question, un peu des deux. Disons que la bière a toujours été au cœur du concept, mais la bière, c'est quand même un produit, surtout en 2015, avec la craft, même une blonde un peu amère, c'est assez clivant pour des palais pas habitués. Donc on savait que la bière ne suffirait pas en tant que concept à 100% pour attirer cette clientèle. Donc forcément, on a dû se diversifier en ayant une super carte de cocktail, des vins nature et des vins cool en tout genre, et évidemment une carte food adaptée avec une cuisine qui a dû être revue plusieurs fois parce qu'en fait, elle était assez petite et on s'est rendu compte rapidement que, en vue de la capacité et aussi du fait que boire une bière et manger une pizza, ça va bien ensemble, forcément, on a dû pousser ça. Et puis, historiquement, avec l'expérience de Michael et aussi de ses associés qui sont en restauration, on connaît la part en fait que la food représente pour un restaurant Hmm. et tu ne peux pas passer à côté. Et puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour la marque Paname, nous aide aussi à véhiculer notre positionnement et les messages qu'on veut montrer. C'est-à-dire que une bière craft, c'est le même combat qu'un café de spécialité ou une bonne pizza, un bon burger et des bons produits. Et tout ça, ça va ensemble. Et c'est pas que à travers la bière qu'on arrive à véhiculer ce message. Ok, ouais, c'est intéressant. Et du coup, 3 ans après le lancement, vous vous implantez à la Cité Fertile.
Qu'est-ce qui a motivé ce passage d'une tap house à un site de production et comment est-ce que vous avez géré cette montée en puissance industrielle? Ouais, alors effectivement, assez rapidement après, hein, donc 2018, plusieurs choses. Donc déjà un rapprochement, dont pas tout le monde le sait forcément, mais un rapprochement avec le Pavillon des Canaux, qui est vraiment notre bar voisin juste à côté de chez nous, OK. heu, qui est un établissement du groupe Signoco, qui ont notamment la recyclerie, le bar à bulles, heu et d'autres établissements, avec qui on a discuté et qui avait un projet qui était le projet de la Cité Fertile, qui était, en fait un lieu, un tiers-lieu, une ancienne gare SNCF qui, par hasard, était un lieu d'acheminement de matières premières aussi, cette fois-ci pas par bateau mais sur des rails. Donc pas mal de cases, qui ont fait tilt, dans notre tête et surtout pour nous, une ambition de trouver un lieu avec un espace où on va pouvoir brasser en plus grande quantité, installer un vrai système de brassage à grande échelle, une embouteilleuse et une enfuteuse, plus compétitives et à ce moment-là, on tombe donc sur ce site, on s'entend avec, Signoco pour, imaginer ce lieu et avec, au cœur du concept, bah, les circuits courts, des matériaux recyclés et quoi de mieux qu'une bière brassée sur place pour, alimenter, un hectare, de végétalisation, et des bars et des restos, que d'instaurer une brasserie. Donc ça nous a paru logique et pour nous, double enjeu. Donc l'exploitation du lieu, et la possibilité de faire visiter, en fait, le site de production, aux clients Mmh. et même pour nous, d'un aspect, commercial, de pouvoir faire visiter aussi, à des restaurateurs qui seraient en quête de produits locaux. Oui, parce que quand tu Ou dis client, c'est B2B ou B2C pour le coup? les 2, Les les 2, 2, ouais, les du 2. coup. OK. Ouais, ouais, les 2 en l'occurrence, et arrivé donc à la Cité Fertile, toutes les cases cochées, un grand hangar aussi à notre disposition pour pouvoir stocker les produits finis, une hauteur sur le plafond, parfaite et en fait un ancien hangar, totalement, désaffecté donc plein d'espace pour faire, tout ce qu'on souhaitait Et quel et volume? Quelle forcément, capacité? la capacité de 9 à 10 000 hectos. Heu, ce qui représentait pour nous, quand même beaucoup, sachant que dans le 19e, on a une capacité et on produit à peu près 1 000 hectos par an. Ouais, Donc c'était, OK. quand même plus de 10, en sachant que voilà, l'ambition n'était pas d'atteindre les 10 000 hectos directement, mais de rentabiliser, l'outil progressivement et d'atteindre à terme, ces 10 000 hectos. Qui sont d'ailleurs la raison pour laquelle on a, ensuite, redéménagé dans le site de Saint-Denis très récemment. Et on en reviendra après. Donc là, du coup, on est entre 2015 et 2018. Panam Brewing Company, c'était déjà le nom de l'enseigne sur le canal de l'Ourcq. C'était le naming du projet. C'était déjà ça. Ouais, Ouais. exactement. Donc c'est vrai que le lieu s'appelait, donc Panam Brewing Company, hein. C'était, dès le début, notre ambition avec, ce fameux logo rond PBC. Donc encore aujourd'hui, on nous appelle pas mal, PBC. Aujourd'hui, enfin, la création du concept, c'était, d'avoir un lieu qui s'appelait Panam Brewing Company. Avec le développement de la marque et les établissements, Panam Brewing Company, c'est devenu le nom plus général de notre entité, qui comprend en fait, la restauration et la marque de bière sous laquelle on se fait connaître plus sous le nom de Panam, plus simplement, D'accord. pour essayer d'avoir, un mot un peu plus, simple à prononcer et plus mémorable. OK. Donc ouais, là, on arrive dans une architecture de marque un petit peu plus complexe où Panam Brewing Company, ça regroupe l'ensemble du projet, si je comprends bien. Panam, Exactement. c'est la marque de bière en tant que telle pour la dissocier des restaurants et des sites de prod. Et du coup, PBC, c'est quoi? C'est juste une abréviation de votre marque de bière, une abréviation du projet complet? Ouais, c'est l'abréviation, et les initiales qui étaient sur le logo, notre premier logo, institutionnel qui représente donc Panam Brewing Company. Et c'est aussi un logo, qu'on utilise encore, mais qu'on utilise moins parce que on s'est rendu compte aussi que PBC, c'était des initiales qui étaient, très utilisées. On a
nos amis du Paris Beer Club qui ont les mêmes. Il y a aussi la putain de bière des Cévennes qui a les mêmes initiales. Et voilà, on s'est rendu compte que voilà, c'était pas forcément sur ça qu'on avait envie de tout miser. Et avec un mot aussi fort que Paname, on ne pouvait que mettre ça en avant. Ah, ça, c'est sûr, hein. Et d'ailleurs, Paname, est-ce qu'en soi, c'est déposé, déposable? Enfin, c'est même à se demander, quoi. Alors, c'est une bonne question. Paname, c'est un mot qui est très utilisé. Donc, nous, on n'a pas le luxe de pouvoir l'utiliser pleinement, en tout cas déposé en tant que le mot seul. Ouais, Donc, c'est toujours Paname Brewing Company ou Paname Bière, ou voilà, on a plusieurs appellations déposées. ok. Euh, Maintenant, voilà, ça nous empêche pas de pouvoir faire paraître le mot et de l'avoir en qualité principale de notre logo. Donc du coup, vous avez la Tap House, après 3 ans plus tard, la Cité Fertile. À ce moment-là, la marque Paname se développe comment? Est-ce qu'elle se développe que dans vos locaux ou elle commence à se développer hors les murs? Alors, totalement hors des murs. Donc, la partie restauration, quand même, au début, reste notre source principale de revenus et l'activité sur laquelle on est le plus connu. Mais on commence à bien se développer. On entreprend une stratégie qui est de bosser avec les distributeurs parisiens principalement, bon, et même plus loin en France, mais en Île-de-France avec un petit peu tous les gros qui nous permettent aussi d'utiliser leur force sur le terrain et de se faire connaître avec moins de moyens et moins de personnes sur le terrain de notre côté. Et donc, on commence à prendre, se développer et petit à petit, la bière commence à rattraper le reste. L'ambition étant de beaucoup miser sur la marque de bière parce que, in fine, un restaurant, ça a des murs et au bout d'un moment, on ne peut pas rajouter plus de place que ce qui est possible. Hmm. Là où la marque de bière a un potentiel beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent. Mais voilà, on vient de la restauration, on vient du bar et on se dit que c'est quand même quelque chose qui est pas, qu'on ne veut pas totalement dissocier, qu'on ne veut pas séparer, on ne veut pas créer deux marques distinctes avec des noms différents. On veut quand même garder ça et faire comprendre que en fait, un consommateur qui trouve la bière Paname dans un bar ou à terme dans un Monoprix, de se dire voilà, en fait, c'est pas juste la bière locale que je bois, c'est un mouvement qui est plus grand que ça. D'accord. Et d'ailleurs, quand on parle de ça, on parle du parcours conso. Est-ce que toi, tu vois le parcours conso comme étant, ils viennent à une tap house, un brew pub, ils consomment la bière et ensuite ils la retrouvent à Monoprix, par exemple. Est-ce que tu penses que c'est le schéma classique d'un amateur de bière qui pourrait découvrir votre marque? Alors en fait, c'est un peu des deux. On l'a même fait vérifier parce qu'on a fait une étude de marché récemment pour justement comprendre un petit peu mieux comment on était perçu et on sait qu'on souffre un petit peu euh, de ce problème où on est connu en tant que restaurant et bar, mais en tant qu'institution de brasserie de bière, c'est autre chose. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la moitié des gens qui nous connaissaient soit sous le nom de bar et de restaurant, soit en fait à l'inverse, via leur caviste en supermarché ou dans les bars, et ne faisaient pas forcément le lien avec la taproom. Donc c'est Ok. un gros challenge pour nous aujourd'hui d'arriver à homogénéiser ça et de faire en sorte que les gens comprennent qu'on est une entité entière. Mais le parcours consommateur vient des deux sens. Donc en fait, faut savoir un petit peu jouer avec, mais on a l'avantage d'avoir le lieu. Donc forcément, c'est cool pour quelqu'un qui veut boire un cocktail en terrasse, va tomber sur nous et découvrir qu'on fait de la super bière. Mais au même titre, quelqu'un qui achèterait sa bière en supermarché, en tombant dans le bar, va se dire c'est génial. En plus, c'est là où il la brasse. Et en plus, il brasse des recettes éphémères qu'on ne peut trouver que dans ce bar. Et là, c'est l'avantage du coup de venir carrément sur place. Et d'ailleurs, est-ce que, vu que vous avez des lieux un peu atypiques, iconiques, emblématiques, peut-être parisiens,
est-ce que cette iconographie, vous l'insufflez dans vos packaging design pour que justement un consommateur qui viendrait de la GMS puisse voir les codes et puisse se dire ah tiens il y a un lien avec PBC sur le canal de l'Ourcq ou autre. Alors, j'ai envie de te dire, pas assez, parce que c'est vrai que en fait, le challenge est d'un côté de ne pas tomber dans le cliché, de se dire voilà, on va mettre une tour Eiffel, on va mettre quelque chose de trop évident. Le nom Paname, pour nous, est assez parlant, Ouais. mais c'est vrai que si on pense, déjà, si on pense à l'étranger ou pour un consommateur qui, au-delà du mot, voit le packaging, on ressent peut-être pas assez ça aujourd'hui. Donc, c'est vrai que nous, on se pose beaucoup de questions par rapport à comment arriver à trouver un juste milieu entre un côté euh, euh, parisien qui est forcément un peu notre univers de marque, mais nous, euh, on veut pas représenter ce Paris que je dis souvent un peu rose bonbon, Emily in Paris, avec des codes très traditionnels du luxe parisien. Nous, on veut représenter un Paris euh, qui nous est plus fidèle, plus authentique, plus brut et qui fit bien avec l'esprit du 19e, de l'Est parisien. Et puis globalement avec le mot Paname en fait, qui est quelque chose, qui est un ancien mot qui a été remis au goût du jour, Ouais, il est euh, puissant ce mot. qui fait le lien entre Paris et sa banlieue et qui représente quelque chose de plus moderne et plus en phase avec ce que les vrais Parisiens, entre guillemets, ceux qui ont grandi ici ou ceux qui voient en fait que c'est une ville euh, pas que carte postale, mais une ville en fait qui a des influences variées avec des quartiers de la food en tout genre, des quartiers indiens, asiatiques et des influences internationales qui font que Paris est une ville très cosmopolite. Et c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant non seulement sur la bière, sur notre packaging, mais aussi dans tout aspect qui peut graviter autour de la marque, comme la food en ayant autant un boboon qu'un burger ou quelque chose de, de plus international. Ok. Ouais, tu vois, c'est marrant. Moi qui n'habite pas à Paris, quand j'entends Paname, je pense d'abord à Renaud, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Renaud et forcément, il a des chansons avec Paname et tout. Donc ça nous emmène pas non plus dans la modernité ultime. Mais en même temps, on peut le voir. Je pense, tu vois, à Renaud et à Booba, parce que dans les paroles, ils parlent souvent de Paname. Dans le rap français, on parle souvent aussi de Paname. Ça me fait penser à Grand Paris aussi. Enfin, il y a une chanson de Medine, je crois, où c'est Nous Paris, ou je sais plus je sais plus quel est le titre. Mais du coup, ça me fait aussi penser à la concurrence parce qu'il y a la Parisienne qui a un nom, vraiment, voilà, euh, euh, voilà, qui s'appelle la Parisienne, quoi. Il y a Brasserie du Grand Paris, il y a Paname, donc c'est d'une manière c'est puissant et de l'autre il y a de la concurrence, donc je pense que ça a dû vous arriver qu'on vous confonde, tout simplement. Ouais, totalement, hein, évidemment, c'est vrai on n'est pas les seuls sur ce créneau. Il y a, alors ça nous arrive, mais pas tant que ça, parce que en fait, je pense que déjà, il faut savoir effectivement que le milieu brassicole, c'est un milieu qui est quand même très compétitif, où il y a beaucoup de brasseries locales. En France, on a vu un énorme pic ces dernières années et des brasseries exposées de partout. L'effet Covid, par contre, fait que le paysage brassicole se redessine un petit peu avec des plus petites brasseries qui malheureusement mettent la clé sous la porte. Mais forcément, du coup, des brasseries qui se challengent un peu plus par rapport à leur réflexion de positionnement de marque et du naming. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as mentionné les principales qui mettent en avant le nom Paris. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres brasseries parisiennes, mais qui n'ont pas forcément cet attachement ou cet univers-là. Donc, le côté local est forcément mis en avant, mais on ne se focalise pas sur ça. On va peut-être se focaliser plus sur la typologie des produits, comme pour en citer la Goutte d'Or, qui va faire des super bières spontanées ou de fermentation plutôt type sour où là, en fait, on se retrouve moins en concurrence sur
En tout cas, nous, notre typologie de clientèle qui est plus à l'heure d'aujourd'hui sur le CHR. Mmh. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est important de bien définir ce que nous, Paname, représente. Je pense qu'aujourd'hui, on ne représente pas le même Paris que la parisienne, qui a peut-être aussi un créneau un petit peu plus euh, dans justement les lieux un peu plus touristiques de Paris, mais aussi peut-être Il y a un côté plus une souvenir, peut-être dans leur packaging ou ouais, dans voilà. leur approche, quoi. C'est un peu plus assumé, le côté voilà Tour Eiffel, etc. Donc c'est à leur avantage comme à leur inconvénient aussi, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est aussi un parti pris de notre part. Et puis après le Grand Paris, c'est vrai que c'est une brasserie qui représente bien aussi la banlieue. Hein. C'est des nouveaux voisins à Saint-Denis aussi dans le 93. Aujourd'hui, bon, on est forcément concurrent sur certains points, mais c'est aussi une brasserie qui, elle, se spécialise énormément dans la bière canette éphémère, avec des recettes qui tournent constamment et qui sont incroyables. C'est une des meilleures brasseries françaises aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous, on a cette dimension peut-être, tant par la taille de notre site de production, mais aussi l'impact qu'on a un peu sur le paysage brassicole français, où on target moins la clientèle très craft. On veut démocratiser un peu plus la bière. Donc, on a des Mmh. gammes spéciales, mais on n'a pas la prétention de dire que c'est notre créneau et on fait que de l'éphémère. On a envie de montrer qu'on sait le faire avec des prises de parole fortes, mais moins régulières. Mais après, on veut en fait être. Nous, ce qu'on vise aujourd'hui, c'est de remplacer un peu des industriels. Et en fait, quitte à avoir une IPA sur un bec, pourquoi est-ce qu'elle serait américaine et pas parisienne? Et, Totalement. euh, et ça, c'est notre challenge aujourd'hui. OK. Donc ensuite, votre stratégie d'implantation, dans les hubs de transport, on va dire, Montparnasse, Charles de Gaulle en 2024, est-ce qu'elle était planifiée dès l'origine ou est-ce que vraiment c'est des opportunités, saisies en cours de route? Alors, c'est un peu des deux. Je pense qu'on a toujours eu l'ambition d'ouvrir des nouveaux établissements. Euh, mais disons que voilà, ça demande forcément des moyens, beaucoup de réflexion, d'implantation. En parallèle de ça, nous, on a été aussi très observateurs du marché. On a vu qu'il y a eu euh, certaines brasseries qui ont voulu jouer la carte de la taproom partout, sur le modèle de Brewdog ou qu'on peut connaître plus en France sur le modèle de Ninkasi. Mmh. Bon, qui pour nous est un peu un couteau à double tranchant parce qu'on se dit, d'un côté, ça marche, tu développes ta marque, tu te fais connaître, mais tu t'enfermes aussi beaucoup dans une case qui est la case de bar. Et en fait, surtout à Paris, où on a quand même beaucoup d'établissements, on est une ville qui est très dense, d'avoir en fait à côté de chez soi un bar qui brasse de la bière et de vendre sa bière, c'est aussi donner l'opportunité au bar d'à côté ou à notre concurrent de se développer et d'avoir plus de moyens et de ressources que nous. Donc c'est aussi un certain danger. Donc, euh, nous, on avait donc cette réflexion un peu en tête, avec quand même ce garde-fou de se dire, voilà, on va pas s'implanter n'importe comment et pas rapidement pour essayer de péter partout. Et à ce moment-là, on tombe en fait sur cette opportunité. On commence à, en fait, à discuter avec les sociétés qui exploitent les gares et les aéroports. Donc il y en a peu en France, je les citerai pas forcément, mais c'est grosso modo deux, trois majeurs qui gèrent ça et qui, eux, nous parlent un peu du renouveau des gares, des aéroports, avec la volonté d'apporter de la fraîcheur, de la nouveauté et d'arrêter en fait d'être dans les schémas classiques de gare avec un relais, un Starbucks et un McDo, Ouais. et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer d'un peu sympa. Rapidement, ils tombent un petit peu amoureux de notre concept de Paname. Et de là, on commence à entamer des discussions et en fait, on rentre dans dans un format de licence de marque en fait, donc qui est une sorte, qui est grosso modo une franchise. Sauf que voilà, on travaille ensemble sur le lieu, à quoi il va ressembler, l'univers de marque, la charte graphique, les éléments qu'on veut
avoir la carte, évidemment, la food, pour avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut trouver dans le Paname 19e. Et donc se posent toutes les problématiques que les grandes chaînes peuvent avoir, mais en se disant, il faut quand même qu'on garde une touche un peu unique, originale. Et arrive du coup le challenge d'arriver à gérer ces lieux. Et donc la gare et l'aéroport, pour nous, c'est des hubs de transport. Donc évidemment, beaucoup de passages. C'est aussi un spot où on a envie un peu de se poser et de se boire une petite bière. Donc quoi de mieux qu'une bière locale en gare et d'éviter d'aller prendre sa canette de 16 au relais dans le frigo. Et ça a plu. Ok. Après, voilà, c'est des modèles qui sont assez compliqués aussi parce que on a moins de maîtrise sur la formation. Il y a un turnover qui est assez élevé, donc il faut constamment former en fait le staff aussi à la carte, au produit, au style de bière. Et pour de la craft, ça devient très rapidement complexe et ça pose évidemment certains challenges. Donc Et justement, tu parles de craft. Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous êtes perçu encore comme ayant cet esprit artisanal de vos débuts quand il y a une logique de ce genre de point de vente en gare, en aéroport? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution de l'identité de marque? ouais, 100%, il y a un risque, mais alors, en fait, déjà, la craft en France, c'est quelque chose qui est pas très régulé. Il n'y a pas vraiment de définition pure, si ce n'est qu'on parle souvent des droits d'assises et se dire, voilà, à partir de 200 000 hectos de fabriqués, tu passes en droit majoré, donc tu deviens un indus. Aujourd'hui, on est loin de ça. Mais oui, la maîtrise de ton discours, de comment tu vends ton produit, c'est sûr que si c'est moins maîtrisé, ça affecte aussi la perception que le consommateur peut avoir. Maintenant, notre rôle, c'est aussi de démocratiser la bière. Donc, on se dit que, en fait, de toute manière, de présenter une bière qui est brassée localement avec des bons produits et qui sort de l'ordinaire, pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément ça et qui va arriver dans cet établissement sans forcément connaître ce qu'est de la craft, il va demander une blonde et il va avoir une pale ale houblonnée et qu'il n'aura jamais goûté de sa vie. Ça sera une victoire pour nous. Il aura Hmm. mis son pied dedans, il va commencer à s'y connaître un peu plus. Et puis après, je pense que la craft, ça sera et c'est toujours un challenge. Mais les gens sont de plus en plus sensibles quand même au local et aux bons produits. Donc, c'est quand même un combat on n'est pas les seuls à mener. Et heureusement aussi qu'on a en fait ces espaces qui, quelque part, font que tu ne laisses pas juste le marché et le bouche à oreille dicter, mais en fait, tu as la preuve par toi-même. Tu peux montrer en fait que tu fais de la craft. Et je reviens au Paname 19, mais qui est notre labo. Depuis la création, on a fait pratiquement 200 recettes là-bas. Et puis, dès qu'on a un peu des recettes cool, on les envoie aussi à l'aéroport et à Montparnasse. Et c'est l'occasion de les goûter. Et puis, on fait aussi même des événements. On participait au Saint-Malo Beer Festival, Hmm. qui a son départ sur les trois premiers quais de Montparnasse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite OP pop-up sur le quai. Et l'idée, c'était un peu que toutes les brasseries un peu craft puissent se rejoindre là avant de prendre le train et choper une bière dans le train. Donc, Ah, c'est cool ça. c'est aussi des lieux pour nous d'opportunités par rapport à ça. Ok. Et donc votre nouveau site de Saint-Denis représente un investissement majeur, je suppose. Qu'est-ce qui vous a décidé à quitter la cité fertile et comment est-ce que vous avez financé la transition? Ouais, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que avant tout, on arrivait à capacité. Donc, on arrivait à capacité de production. On n'avait plus la capacité de rajouter des fermenteurs. Donc 10 euh, 000 hectos? qui, ouais, on arrivait Ok. à pratiquement 10 000 hectos, ou en tout cas, on les voyait venir. Donc, on a dû commencer à anticiper un peu le problème. En parallèle de ça, la cité fertile, c'est un lieu éphémère en fait qui est amené à fermer, Hmm. qui a été renouvelé plusieurs fois parce que les projets en fait liés par la mairie et la SNCF par rapport à cet espace-là ont été repoussés. Et puis je pense que c'est un projet qui plaisait bien à la commune et aux habitants, donc on a eu la chance de le faire perdurer.
c'est normalement, on va peut-être rester encore en activité peut-être une année plus. Euh, donc forcément, à ce moment-là, on se pose la question, on se dit, OK, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape pour nous, c'est un lieu avec de l'espace qui a les contraintes techniques. C'est aussi le fait de se dire, on va se dissocier aussi de la cité fertile. Donc, comment est-ce qu'on réimagine cet espace? On veut aussi que ça soit un espace qui soit visitable par la clientèle, brandé Paname, pas que cité fertile, parce qu'on veut que ça soit un vrai musée quelque part aussi, une vraie expérience. Et du coup, on cherche non seulement un lieu qui a des contraintes techniques, qui a une histoire aussi derrière, comme le reste de nos établissements, et surtout, euh, et surtout un lieu qui est à proximité de Paris. Donc à l'inverse aussi, et j'ai envie de dire, on a un peu de la chance de ne pas avoir été forcément les premiers à et de fait d'avoir eu la cité fertile, d'avoir eu un peu cet intermédiaire avant d'atteindre une grande brasserie, entre guillemets, c'est qu'on a vu aussi des brasseries s'implanter un petit peu plus, un peu plus loin en banlieue Mhm. et perdre totalement en fait l'esprit parisien, le fait en fait de ne plus pouvoir être visité ou d'être très difficile d'accès, au-delà de la logistique des équipes qui viennent travailler sur place, en fait de perdre vraiment cette vitrine. Et donc nous, ça a été un peu un pari un peu fou, mais aussi une évidence pour nous de trouver ce spot qui était aux portes de Paris, à 10 minutes de Porte de la Chapelle, à côté du Stade de France. Et comme tu le vois sur la devanture, comme par hasard, un ancien bâtiment de vente de vin avec un Bacchus sur la façade. Ouais. Donc on dit, bon, pareil, Michael qui trouve cet établissement, voit le potentiel du lieu et enclenche l'arrivée. C'était déjà rose Quant au... la façade ou Ouais, ouais, Ok, ouais, ouais. Alors c'est un peu un rouge rouge-rose. rose. Ça, c'était une version un petit peu digitale du produit fini. Mais c'est une couleur qui est protégée en fait. C'est un bâtiment qui est protégé. Donc c'est une couleur qu'on n'a pas choisie, qu'on a rafraîchie aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas changer en fait. On est obligé de garder certaines teintes un peu de rouge-rose. Parce que le rose, ça fait penser à Euh, une autre brasserie, hein. Surtout qu'il ouais, s'est ouais, ouais. implanté dans Paris en plus. Donc, Ouais, effectivement. Bah, c'est pour ça qu'on l'a repeint. Elle est un peu plus rouge maintenant que ouais. rose. Et si tu vas à l'intérieur, le rose disparaît rapidement. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas forcément notre couleur initiale. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel tu dois un petit peu voilà, travailler autour. Mais c'est voilà, là tu vois un peu le jardin. Ça c'était l'année dernière, mais ça a pas mal changé. On a fait faire des gros graffitis. Et puis voilà, on a des bâtiments, comme tu vois ici, un peu d'autres couleurs que juste du rose. Ouais, ok. Et voilà, c'est la partie Beer Garden qui est à l'arrière, qui est ouvert du jeudi au dimanche. Ok, d'accord. Et du coup, en termes d'investissement, comment. Je sais pas si c'est des choses dont tu peux parler, mais comment vous êtes débrouillé? Ouais, alors bah, pour tout te dire, initialement, donc l'investissement, il a été d'abord dans un premier temps assumé par nous, hein, financé en grande partie par notre activité de restauration, mais aussi par la vente de bière qui commençait à bien prendre et par l'ensemble de nos activités. Des financements aussi avec des aides externes, BPI, banque, etc. Mhm. Et puis, le projet en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de travail. En fait, c'est un lieu qui nécessitait énormément d'investissement de travaux et avec des difficultés techniques qu'on n'avait pas forcément anticipées. Donc, le projet a pris un petit peu plus de retard que prévu et on n'a pas pu l'ouvrir à la date prévue. Et on s'est rendu compte aussi que voilà, on avait en fait, un enjeu trop important pour se laisser aller et pas continuer à mener le projet jusqu'au bout. Donc, on a fait rentrer un nouvel investisseur qui est d'autre que la brasserie Pietra, qui aujourd'hui Ok. est autoritaire sur le projet et a repris le projet totalement avec à la direction Hugo Cialelli, qui est le fils de la brasserie. Enfin, le fils de la famille Cialelli qui a créé la brasserie Pietra et qui
avait un projet qui, pour nous, était super cohérent avec nos valeurs. D'abord parce que c'est, en tout cas, moi, je me voyais beaucoup dans le projet parce que Hugo est un entrepreneur familial qui vient d'une brasserie familiale. Donc, déjà, moi, c'était quelque chose qui était un élément super important pour nous en se projetant dans le futur. Et puis aussi, c'est quelqu'un, et c'est un projet et des sociétés derrière qui favorisent beaucoup le local. Et en fait, c'est une brasserie qui a investi beaucoup localement dans certaines régions de France, dans le sud-ouest, dans le sud de la France aussi, et en Corse évidemment. Et avait un rapprochement en fait avec une brasserie parisienne qui s'appelle Demory, avec qui on est très amis et voisins de longue date, avec des brasseurs de chez nous qui sont partis là-bas aussi et vice-versa. Et qui arrivait avec un super projet sur la table et une ambition et en fait bah, tout simplement des capacités et de la connaissance de cette industrie qu'on n'avait pas. Et aujourd'hui qui pilote en fait ce projet avec projet en fait d'intégrer et de fusionner enfin, ou du moins d'avoir les deux marques parisiennes qui coexisteraient sur le site de Saint-Denis avec un vrai projet De quoi? ambitieux. Pietra et Paname? Non, Paname et Demory. Ah oui, ok. Ouais, ouais, ouais. Donc deux brasseries parisiennes avec des univers distincts, mais aussi beaucoup de synergie et un projet très ambitieux qui nous permettrait euh, de, de, de développer notre capacité de production, de faire connaître les deux marques, mais aussi d'avoir De d'un réduction côté, de coûts et... évidemment aussi, Il y en a beaucoup qui font ça en ce moment, de la fusion ou du regroupement de brasseries. ouais, 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 c'est vrai que bah, comme je disais tout à l'heure, le paysage brassicole parisien et français de manière générale a pas mal souffert, a dû un peu réfléchir à sa stratégie. Et forcément, il y a des groupes qui ont trouvé des synergies ensemble euh, et qui aujourd'hui font de la croissance plutôt horizontale avec une diversification des produits, mais des mutualisations ou des portefeuilles en fait de marques, comme on peut voir avec les gros groupes comme Heineken Mm. ou Kronenbourg qui Puis c'est la fonctionnent sur demande ces mots. consommateur aussi. Demande distributeur, demande du consommateur final. Ouais, c'est... J'avoue, on est en plein dedans. Et donc du coup, c'est la famille Cialelli qui est majoritaire dans ce projet Saint-Denis aujourd'hui et Ouais. qui le Ouais, ouais, pilote. Donc du coup, vous, ouais. c'est un nouveau lieu de prod qui vous permet de faire une plus grosse capacité, mais c'est pas vous qui le gérez. On va dire, c'est un site en plus dans votre projet Panam Brewing Company, mais c'est délégué à quelqu'un d'autre, quoi, en soi, en Alors, partie. non, Non? c'est pas exactement ça. C'est plus, bah, en fait, c'est voilà, c'est une brasserie qui a un projet qui persiste. Et aujourd'hui, avec un nouveau dirigeant à la tête qui nous permet en fait d'arriver à concrétiser notre vision, il avait pris un coup de plomb dans l'aile, comme on dit, et qui, avec ce paysage très concurrentiel et toutes ces contraintes techniques et d'industrialisation, qui fait qu'on ne pouvait pas concrétiser ce projet. Et non seulement aujourd'hui, c'est une nouvelle personne à la tête, mais toujours des actionnaires qui restent et les mêmes équipes. Et non seulement qui permet bah, de pérenniser et de sauver en fait le projet, mais aussi qui lui apporte une nouvelle dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut accélérer aussi nos projets de développement, que ça soit sur des ouvertures de lieux ou du développement via d'autres canaux de distribution de ces bières et de ces produits de manière générale. Et puis tout un tas de nouveautés qui verront le jour d'ici les prochaines années, j'espère. Ok. Donc tu l'as dit tout à l'heure, tu revendiques mettre le style de vie parisien en bouteille. Comment cette identité territoriale influence-t-elle vos choix d'implantation et votre stratégie de développement? Euh,
Pardon, tu veux dire sur le visuel? Non, pas tellement sur visuel, sur plutôt des potentiels endroits ou lieux atypiques à chiner, puis à acheter. Enfin, voilà, cette idée de cette stratégie d'expansion, on va dire. Euh, Ah oui, pardon, ok. Donc sur les lieux, tu veux dire en tant qu'ouverture d'établissement, ouais, tout en ouais, restant, oui, avec proche de votre ADN, de mettre le style de vie parisien en bouteille. bien sûr. Euh, Disons que bon, pour l'instant, avec Saint-Denis, ce nouveau projet, euh, là tout de suite, le focus c'est sur la marque de bière de manière générale. Le projet avec Demory, euh, on n'est pas forcément sur une optique de trouver des nouveaux lieux tout de suite, donc c'est moins la priorité. Mais c'est vrai que on cherche que ça soit pour nous nos implantations futures ou même chez les clients avec qui on a envie de réaliser des partenariats, on cherche, du moins pour la marque Paname, des lieux qui ont qui ont ces caractéristiques. Après, forcément, on ne peut pas tout avoir, donc il y a certaines choses qui sont la priorité et d'autres moins. Mais c'est évidemment une ligne directrice pour nous et quelque chose qui nous guide dans nos choix et dans les actions qu'on met en place. Et du coup, vous ouvrez, donc vous avez plusieurs lieux dans lesquels vous brassez et vous distribuez vos bières. Côté CHR, est-ce que les autres bars et restaurants voient ces lieux-là comme étant de la concurrence et du coup freinent un petit peu l'arrivée de Paname en tant que marque de bière dans leurs établissements? Ou est-ce qu'il n'y a pas tellement ça au final? Euh, de, en termes de un peu de réticence, tu veux dire? Ouais, comme donner de l'argent à la concurrence parce que il y a plusieurs taprooms, mais qu'au final, vous pourriez très bien juste vendre vos produits dans les taprooms. Non, pas du tout. Au contraire, justement, tu vois, je pense qu'on n'a pas été, on n'a pas eu, on n'a pas pris le coche de se dire on ouvre des Panames dans tous les quartiers de Paris. Donc, au contraire, c'est apprécié. Et en fait, pour nous, Saint-Denis, c'est aussi l'occasion de se dire, de montrer que, un, on est capable de maintenir la qualité des produits craft avec des super recettes en tout genre, mais aussi d'avoir un système de production très qualitatif avec tout un tas de technologies et un système de brassage extrêmement sophistiqué qui fait qu'on allie parfaitement la craft, mais aussi qu'on enlève les problèmes de la craft. Et au contraire, pour les clients, que ce soit en B2B ou en B2C, qui viennent visiter la brasserie, pour eux, c'est ce qu'ils recherchent. C'est à la fois un produit qui, en vue des quantités qu'on peut brasser, nous permet d'avoir des prix accessibles aux consommateurs, en même temps en ayant un produit qui est quali. Et d'un point de vue B2B, c'est de se dire, bah, en fait, le bar ou le distributeur qui va nous acheter la bière, il va acheter un produit extrêmement qualitatif, toujours aussi bon, qui va être moins cher pour lui. Et en plus, on va lui enlever toutes les problématiques de refermentation ou de problèmes qualitatifs que tu peux avoir sur un plus petit système ou avec moins de process en place. Donc, tu t'enlèves beaucoup d'épines du pied. Et il y a Et la aujourd'hui, on le localité aussi. perçoit. Et le fait Localité d'être, du nom et des sites. bien sûr. Ouais, c'est top, hein. Et tu le vois rien que dans le naming, parce que il y a aussi pas mal de bars dans lesquels il y a pas de macarons sur les cavaliers de pompe, ou où il y a que la carte potentiellement, ou alors des gens qui aiment bien encore écrire sur des ardoises. Est-ce que tu ressens cette puissance du naming en se disant, bon, bah, je suis un consommateur amateur de bière, je connais pas forcément, mais au final, je vais prioriser ce qui est local. Du coup, bah, Paname, ça me paraît parfait vu que j'habite dans le coin pour acheter cette bière-là, juste à cause du nom, tu vois, sur une carte. Ouais, 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 bien sûr. Je pense que bon, Paris, c'est vrai que déjà, c'est une ville qui est quand même assez compliquée parce que dans un souci de se différencier, d'être fidèle à son ADN en tant que restaurant ou bar ou café,
chacun en fait fait comme il veut. Donc il y en a qui veulent mettre le macaron en avant, d'autres qui au contraire vont rester assez discrets, certains qui vont juste mettre le style de bière. C'est vrai que c'est difficile d'homogénéiser. Là où des brasseries locales de région ont moins ce problème, ou si je prends l'exemple typiquement de Pietra, avec son histoire en Corse et en fait aussi le côté local de la bière corse, ça paraît évident en fait pour tous les établissements de mettre en avant la marque avec tout le branding qui peut y être associé. Là où à Paris, on a plus de concurrence, mais pas forcément aussi des brasseries aussi historiques. Donc moins cette fierté, ou du moins un travail un petit peu plus complexe à mettre en place pour développer cette fierté locale. Mais oui, ça parle. On le voit parce qu'on le voit par rapport aux concurrents, ou par rapport enfin, sur les cartes, sur les ardoises, sur tout ce que tu dis, où de plus en plus, le mot Paname est inscrit, le mot bière locale, ou tu vois, l'appellation qu'on va retrouver sur la carte ou sur l'ardoise, ça va être mis en avant. Et les gens, et ça passe aussi par le travail forcément du barman en fait. Hmm. C'est les principaux ambassadeurs de la marque. Donc c'est vrai il faut bien les picouser et faire en sorte que ils aient quelque chose à raconter, au-delà de dire que bon ils ont une bière tchèque qui a moins d'intérêt et moins de story à raconter derrière. Ok, d'accord. Moi, j'ai une petite question finale pour toi et puis on aura fait un bon tour. Tout simplement, quelles sont les ambitions pour les prochaines années J'ai l'impression que c'est se focus plus sur l'identité de marque en tant que telle. Ouais, alors je pense que l'ambition, c'est d'abord d'arriver à expliciter un travail qui a été fait sur de nombreuses années, mais qui a été fait peut-être de manière très passionnelle, mais peut-être pas forcément organisée et structurée de manière extrêmement professionnelle, ce qui a fait aussi le charme de la brasserie, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est suivi par autant de gens. Donc l'ambition, effectivement, d'un côté de marketing, c'est d'arriver en fait à mettre des mots un peu sur nous, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de véhiculer comme message. Ça passe forcément par une clarification du message, de notre charte graphique et, euh, et de tout ça. Mais l'ambition, nous, depuis le début, c'est de s'inscrire comme la brasserie parisienne de référence. Avec l'arrivée de Demory en plus, c'est en fait de développer vraiment un pôle de boissons parisienne locale, et d'arriver à en fait vraiment développer cette fierté et de remplacer un peu ces industriels ou ces brasseries qui viennent de plus loin, qui peuvent être bonnes et qui peuvent avoir un super branding, mais qui au final ne font pas forcément avancer l'économie locale et n'ont pas forcément leur place là où elles sont aujourd'hui, si ce n'est que par le prix. Hmm. Et, euh, et voilà. Donc notre challenge, il s'arrête pas là. On a beaucoup d'ambition pour le futur, et on a envie de vraiment créer un mouvement fort qui rassemble, et quoi de mieux que de le faire à travers la bière. Et bière ou spiritueux, sans alcool, tout ça, ça vous titille un petit peu? Ouais, bien sûr, bien sûr. On a fait des petits produits spiritueux sur des petites collections capsules, notamment pendant le Covid. On avait fait un gin et une eau de vie de bière. C'est des projets qu'on avait fait, qui ont super plu, mais et qu'on avait mis un petit peu en stand-by. Maintenant qu'on est bien installé à Saint-Denis, on va se repencher un peu sur tous ces petits projets, et avancer sur tout ce qui gravite autour de la fermentation, ou du moins de la boisson. Ok, top. Bon, bah, affaire à Voilà. suivre. Mais en tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi, de parler de stratégie d'expansion et de cette belle marque qu'est Paname. Je passerai avec plaisir quand je monterai, peut-être pourquoi, pour le Whisky Live en septembre. Peut-être que je ferai un petit tour euh, dans la tap house, ça pourrait être sympa. Carrément, Euh, eh ben, c'est pas loin ni de Paname dans le 19e, ni de Saint-Denis.
c'est à la Villette en sandwich entre nos deux brasseries. Donc, Ah bah du coup, c'est je vais bien pas dire. savoir où aller si c'est en plein Ouais, milieu. Enfin, un choix, on verra. Tu me conseilleras sur ce qu'il vaut mieux faire. carrément. Carrément, carrément. Top, ok. Et bah, dernière chose, où est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de te faire part de nouveaux projets d'expansion ou autres Bien sûr. Alors, je peux te donner mon adresse mail si vous voulez me contacter personnellement. Donc, c'est thomas@panam.beer, Thomas, Thomas, sans H, @panam, paname.beer, beer. Et sinon, vous pouvez toujours contacter Panam Brewing Company sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Le message sera transmis. Et LinkedIn, évidemment, pour les professionnels qui souhaiteraient me joindre ou adresser quelconque demande ou projet au nom de Panam Brewing Company. Parfait, nickel. Bah écoute, je te souhaite un bon week-end parce qu'on était vendredi. Et à très bientôt. On discute bientôt de tout. Trop bien. Et merci beaucoup Ludo pour l'accueil et à très vite. Yes, ciao.